Voilà cette sorte de dictature d'une société qui nous donne cette dictature de ta vie sera réussie si... Quelle est cette société qui veut me garder en vie alors que je ne réponds plus à tous les critères qu'on m'apprend depuis la maternelle où on me dit « il faut être premier de classe, il faut réussir, il faut savoir ». Quel est le projet de la société? Quelle est cette liberté, cette égalité, cette fraternité à laquelle tu m'invites? Est-ce que je suis en sous-catégorie? Ou est-ce que le jour où je dépasse cette tyrannie de la performance, j'arrête de me référer à quand j'étais valide? Et là, tout d'un coup, le désir de dire « je ne suis pas que mon handicap ». D'autres vont dire « je ne suis pas que mon cancer, je ne suis pas que mon divorce, je ne suis pas que mon veuvage, je ne suis pas que mon chômage ». Ne pas réduire la personne à sa fragilité. Tu es un être humain. C'est merveilleux de pouvoir se dire ensemble que être humain, c'est un verbe d'état. Être humain, c'est pas faire, c'est pas savoir, c'est pas pouvoir. Et ça ne s'oppose pas. Mais lorsque l'on est capable, ensemble, d'être humain, en conjuguant nos fragilités et nos différences, en se laissant appeler par le plus fragile qui nous dit « j'ai besoin de toi », arrête de courir, viens goûter comme c'est bon d'être humain ensemble. Que ce verbe « être », il se construit dans la relation à l'autre. Que être frère, c'est se découvrir capable de l'autre. Et que ce qui désarme mes peurs, c'est que le plus fragile m'y invite quand il me dit « j'ai besoin de toi ». Et on a développé de façon extrêmement précise en disant on a d'abord, tous les gens fragiles ont une compétence. On doit, nous, faire en sorte que cette compétence dépasse leur fragilité. Leur fragilité, on va s'en occuper. Mais on va d'abord mettre l'accent sur leurs compétences. On laisse les gens dits valides nous renvoyer en constance notre fragilité. Et ça, c'est insupportable. Et je vais peut-être un peu vous choquer, mais écoutez, je pense que je dois vous le dire. Et souvent, les professionnels aussi, les professionnels du handicap ont cette attitude-là. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, pour moi, c'est insupportable. La difficulté actuelle, c'est celle-là. Lorsque on ne comprend pas pourquoi une personne fragile pourrait accéder à des responsabilités. Et c'est constamment ce qui se passe. Et ça, pour nous, au travail, le groupe au travail, c'est insupportable. Notre job, c'est d'amener des personnes qui arrivent en fragilité chez nous, montent en compétences et effectivement, petit à petit, prennent conscience de leur fragilité et continuent de progresser. Qui, malgré tout, finit par un peu atténuer cette fragilité parce qu'ils sont dans une sphère positive. Eh bien, je pense que quand on y croit, tout est possible. Et je pourrais vous démontrer qu'on est capable de faire des choses absolument incroyables dans notre pays, malgré les difficultés. C'est à nous, chacun d'entre nous, de se bouger et de dire c'est possible. Et là, c'est possible si on le veut. Bien sûr, ça se fait avec des complications, avec des difficultés. Mais je vous promets que si le groupe au travail existe actuellement, eh bien, c'est parce qu'on s'est tous dit que c'était possible. Il faut absolument que nous retrouvions ce rythme que j'appelle celui de la respiration de la nation. C'est quelque chose qui est assez simple à comprendre,
pour chacune et chacun d'entre nous, la respiration est vitale. Si nous cessons de respirer, nous mourrons. Et respirer, c'est quoi? C'est 2 temps. Inspirer, expirer. Recevoir, donner. Eh bien, la respiration de la nation, c'est cela. Et si nous ne sommes pas capables de nous engager collectivement, en tant qu'institution, tous, individuellement, sans se demander ce que l'autre va faire ou ce que l'institution va faire, mais ce que nous pouvons faire, chacune et chacun d'entre vous, et je n'ai pas de doute devant un auditoire comme le vôtre, eh bien à ce moment-là, nous entrons dans cette respiration de la nation. J'ai reçu, nous avons reçu, eh bien donnons. Et comme vous admettrez qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, eh bien on entre à ce moment-là dans un système vertueux, dans un système extraordinairement contagieux, plus favorablement que ne l'est la grippe. Et je pense que les témoignages que nous apportons les uns et les autres, eh bien à ce moment-là, font sens et montrent aux plus fragiles qu'ils sont la richesse d'un pays, la richesse d'une société, la richesse d'un territoire. Le plus grand drame et la plus grande guerre de l'humanité, c'est cette guerre séparant les bidonvilles des gens aisés. C'est ça la guerre. D'un côté des gens riches, ils ont peur de la fragilité des gens dans le bidonville. Ils ne peuvent pas. Les gens du bidonville, ils ont peur d'aller. Parce qu'il y a la police, on va les traiter comme des voleurs. Quelle responsabilité est-ce que moi j'ai aujourd'hui pour œuvrer pour que cette séparation dont on a parlé dans ces bidonvilles, qu'il y a des ponts et pas des murs. Tu as toujours voulu me changer, tu n'as jamais voulu me rencontrer. Tu as toujours voulu me changer. Oui, on aime bien changer les gens. Ça nous donne une certaine prestance. On est quelqu'un et on va changer les gens. Mais tu n'as jamais voulu me rencontrer. C'est pas simple de rencontrer. Il y a beaucoup d'espérance dans notre monde, mais aussi beaucoup de dangers. Notre monde est en train d'évoluer d'une façon extraordinaire. Mais il y a une espérance nouvelle chez beaucoup de jeunes. On veut un monde humanisé. On veut un monde où on respecte la planète, où on aime la planète. On veut trouver une nouvelle économie. On veut trouver une économie qui est pour tous. Il faut descendre de nos murs de supériorité, parce que c'est ça. Il faut que descendre des murs de notre sentiment d'être mieux que les autres. Je ne suis pas mieux que les autres. Que c'est possible que le monde change. Que cet homme dans la rue, il est mon frère. Que cette personne en hôpital psychiatrique est mon frère ou ma sœur. On est en train d'un chemin. Il y a beaucoup de jeunes, mais il faut communauté, il faut être ensemble. Pauvres, riches, ensemble. Découvrir que dans chaque être humain, tu es plus beau que tu n'oses le croire. Donc j'ai créé Sansa, qui est un média qui a pour but de rendre visibles les invisibles, donc de parler de toutes les personnes exclues de la société. Sansa, sans abri, sans argent, sans amitié, sans affection, sans amour, sans attention, mais avec histoire, avec humour, avec espoir, avec envie, avec futur, avec énormément d'autres choses. Donc puis je me suis dit, bon, je vais essayer d'agir pour les autres, puisque je ne peux pas changer moi, donc je vais plutôt aider les autres que de m'aider moi. Je décide donc de passer
une semaine dans la peau d'un sans-abri pour comprendre ce que eux ressentent, pour pouvoir le faire pour eux et pas sur ce que je ressens ou pressens. Et donc en fait, je me rends compte que je suis devenu moins que rien, que les gens passent sans faire attention à qui je suis ou qu'est-ce que je peux ressentir. Et c'est un peu cette invisibilité qu'on a utilisé. On a utilisé le mot invisible pour rendre visibles les invisibles. J'ai aussi appris qu'on peut tous changer quelque chose à notre échelle. Je vais prendre un exemple. Pour notre première saison, puisqu'on fonctionne par saison sur des thématiques différentes, on a parlé de Jean-Claude. Jean-Claude, ça faisait 30 ans qu'il était à la rue, il a passé 10 ans en prison, il est rue de Meaux à Paris. Et en fait, ça se passe pas très bien avec les voisins, donc ils ont décidé de faire une pétition et de le virer en plein hiver. Et en 3 jours, on a récolté 5 120 € pour le loger dans un mobil-home dans l'est de la France. Donc en fait, il y a 250 personnes que je ne connais pas, qu'on ne connaît pas, qui ont décidé d'apporter de l'aide à Jean-Claude et du soutien. Donc ça montre énormément de choses. C'est que si on insuffle un mouvement, si on dit qu'on peut aider, qu'on montre la marche à suivre, comment on peut soutenir ces personnes, ça se fera naturellement parce qu'on montre un outil, on donne un outil, les gens s'en emparent. Il n'y a pas d'un côté les fragiles et de l'autre les invulnérables. La vulnérabilité est universelle. Il n'y a que des hommes et des femmes fragiles, vulnérables, soit des fragiles avérés que nous accompagnons, soit des fragiles en sursis. Moi, par exemple, des provisoirement forts, mais qui, tôt ou tard, ont le même parcours de vie, d'échecs et de mort, comme tout le monde. Vulnérable n'est pas synonyme de faible. La faiblesse est un fait particulier. La vulnérabilité n'est pas un fait, c'est une potentialité. Je suis potentiellement à devenir faible. Potentialité universelle. La dignité est absolue, elle est relative à rien. Elle est consubstantielle à notre âme. Et elle est dévoilée dans nos souffrances qui nous mettent à nu. Il n'y a pas de haut dignitaire de la dignité. La dignité est indépendante de l'ethnie, indépendante du genre, indépendante de la santé, indépendante de l'intelligence, du pouvoir, de la situation sociale, de la culture, de la conscience. L'être humain, lui, est vulnérable. Mais sa valeur, sa dignité, qui, elle, est une réalité spirituelle, intangible, elle est invulnérable. Et c'est en ce sens que l'homme dépasse infiniment l'homme, comme le disait Pascal. Le point auquel je voudrais en arriver en m'adressant à un public composé de militants associatifs, c'est de souligner devant vous à quel point il est essentiel que les lieux d'enfermement ne soient pas des lieux que l'on oublie. Je vous le répète, tous ces gens que l'on prive de liberté ressortent un jour. L'objectif de la privation de liberté, c'est donc de traiter le problème qui a fait qu'ils y sont entrés, c'est-à-dire de les faire sortir dans de bonnes conditions. Et pour les faire sortir dans ces bonnes conditions, il y a 2 éléments essentiels. Premier élément essentiel, c'est un peu nous qui l'assurons, mais qui nous le contrôlons, nous ne l'assurons pas, c'est la capacité, de rendre la capacité aux gens d'exercer leurs droits. Quand un détenu ou quand un malade mental commence à prendre conscience de ses droits, c'est-à-dire à prendre conscience de sa personne, à prendre conscience de sa dignité, il est sur le chemin de la guérison, ou il est sur le chemin de la réinsertion. La question de l'autonomie, c'est un point essentiel du retour vers la vie libre. Et évidemment, un hôpital psychiatrique, un centre de rétention plus encore, mais même la prison, doit ramener le détenu à l'autonomie, c'est-à-dire ne pas en faire un perpétuel assisté placé dans une situation de dépendance. C'est extrêmement difficile. On rencontre, surtout parmi les détenus qui ont connu de très longues peines, des gens qui ont un peu renoncé à l'autonomie.
ce qui prévient la récidive, c'est pas la longueur des peines, c'est en premier lieu, avant toute chose et de très loin, les liens familiaux. Jean-Marie Delarue disait, la meilleure prévention de la récidive, c'est une copine. Et 2, ce qui prévient la récidive, c'est le retour dans un monde vivable. C'est-à-dire le retour dans un monde avec un hébergement, avec un minimum de ressources, avec des relations sociales et avec une activité. Ainsi, la question du comment nous sommes en relation avec les personnes fragiles serait plus importante que ce que nous faisons pour elles. Aussi généreux sommes-nous de nos talents et de notre temps? Moi, j'ai envie de répondre absolument oui à cette question. Oui, c'est plus important d'être avec les personnes dans une relation vraie que d'abord de faire quelque chose pour elles. La notion de gratuité est fondamentale. L'autre jour, il y a dans un témoignage ou autre, c'était peut-être au colloque de Paris, quelqu'un disait « Moi, dans ma vie, c'était quelqu'un qui était dans la rue, moi, dans ma vie, les seules relations que j'ai, c'est des gens qui sont payés pour s'occuper de moi. L'assistante sociale, le policier, le médecin, enfin voilà. Je ne suis pas en relation gratuite. Je n'ai que des gens, heureusement qu'ils sont là, mais voilà, ils sont dans leur boulot pour faire ça. Et ils ne sont pas en condition pour entrer réellement en relation. C'est-à-dire que oui, tu comptes pour moi. J'ai envie de te connaître, de te rencontrer. Non, on fait des choses, c'est très utile, mais la personne évoquait le fait que moi, ça ne me suffit pas. Prendre des risques, ne pas être trop prudent. Moi, c'est ce que j'ai entendu aussi aujourd'hui. Me laisser mener quelque part, et c'est pas facile, c'est même très difficile, je trouve, compte tenu de tous les... Voilà, on a nos vies, nos contraintes, où est-ce que je vais mettre les pieds? Ce qui fait que du coup, je fais souvent un pas de côté par rapport à la rencontre de tel ou tel, ou par rapport à l'appel que je peux recevoir d'une manière ou d'une autre. Jean Vanier a beaucoup insisté sur vaincre nos peurs, vaincre ma peur d'un engagement qui, ou vaincre ma peur de telle situation.